Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président, très cher Didier Chenet, Mesdames, Messieurs les vice-présidents, cher Hervé Dijols, très chère Catherine Quérard, Mesdames, Messieurs les parlementaires, chers acteurs de l'hôtellerie et de la restauration. On ne se refait pas, et Oscar Wilde le disait mieux que moi, il disait « je suis moi-même parce que les autres sont déjà pris », ce que j'aime bien rappeler. Et Hervé Dijols, qui me connaît bien maintenant, m'a gentiment dit avec élégance, parce que pas toujours le cas ailleurs, mais ce matin en m'accueillant, vous avez l'air un peu fatigué. Et c'est vrai, il a pas tort. C'est un défi quand même d'avoir l'honneur d'être en charge de l'accompagnement des petites et des moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme, des professions libérales, des indépendants, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Et il arrive parfois que les nuits soient courtes et que j'ai l'air un peu plus fatigué, mais il n'en demeure pas moins que mon énergie est intacte pour servir, ce qui est le sens même du mot ministère, pour accompagner d'abord et avant tout, et je vais répondre bien sûr aux questions posées et au discours du président Chenet, mais d'abord avoir un mot pour vous toutes et tous. Même si parfois on est un peu crevé, le mois de novembre c'est pas toujours le plus rigolo, je peux vous dire que s'il y a une chose qui calme toutes les fatigues et qui donne une énergie bien plus que la vitamine C, c'est d'avoir l'honneur d'être aux côtés de femmes et d'hommes qu'on admire et qu'on aime. Et je le dis parce que je pense qu'on ne parle pas assez d'amour en politique, et je pense qu'on accompagne bien et on s'occupe bien en réalité avec sincérité que des métiers et des gens qui portent des responsabilités et qui forcent notre admiration. Et je dois dire que l'hôtellerie, la restauration force mon admiration. Alors je vous rassure, pas depuis 2017, pas depuis 2022, depuis toujours, et notamment quand plus jeune, il n'y a pas si longtemps, à 19-20 ans, il y a 2-3 ans, moi, je vous permets pas de rire, ça sous-entend que l'information serait fausse, mais quand j'étais moi-même serveuse. Parce que tout le monde n'est pas né ni de la cuisse de Jupiter, ni sorti d'immenses écoles directement en trouvant un job qui correspondait à ses attentes. Et moi, ma première rencontre, au-delà du fait que j'étais cliente, évidemment, au-delà du fait que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait goûter des belles choses dans des bons restaurants et dans des beaux hôtels, ça a été quand à 19-20 ans, fraîchement diplômée, je me suis retrouvée serveuse à Bastille, dans un restaurant qui était une chaîne. Et j'étais entourée, ce qui évidemment a marqué mes souvenirs, entourée d'hommes, parce qu'il n'y avait pas de femmes, j'étais la seule. Je crois que j'étais possible. Non, on était 2 Français à proprement parler sur une brigade de 10-12. Et j'oublierai jamais les visages de ces hommes en cuisine, d'origine guinéenne, d'origine pakistanaise, qui préparaient les plats et qui travaillaient d'arrache-pied. Pas toujours à l'époque, et je sais combien vous avez progressé à l'époque, je vous parle d'il y a 20 ans, avec des salaires compliqués, et dont l'intégralité du salaire repartait au pays pour accompagner les familles. Bien sûr, j'ai du respect pour les dirigeants d'hôtels, de restaurants, mais j'oublierai jamais, pour avoir partagé leur vie 5-6 mois, les commis, les serveurs, tous ceux qu'on ne voit pas, tous ceux que parfois la classe politique considère soit comme des numéros de sécu, soit comme des numéros d'URSSAF ou d'hier, des hommes et des femmes, comme vous l'avez dit Didier Chenet, qui nous permettent à tous et à toutes, pas uniquement dans les restaurants, de vivre correctement dans ce pays. Et quand il s'agit de leur offrir un statut à la hauteur de leur engagement, mais aussi de leur contribution à la richesse nationale, revoir des théories politiques émerger. Moi, je ne vis pas en théorie, je vis en pratique. Je vais y revenir dans mon discours, mais j'oublierai jamais que le premier contact réel et approfondi que j'ai eu avec le CHR, c'était pas du côté client, mais du côté serveuse, pas du côté des gens qui avaient des papiers, puisque j'étais entouré de gens qui n'en avaient pas, mais des gens qui bossaient d'arrache-pied sans jamais se plaindre. Je peux vous dire que ça a forcé l'admiration que j'ai pour cet écosystème, et je sais combien vous les soutenez. Et d'abord et avant tout, je veux vous en remercier.
On rentre dans un combat politique qui sera dur. Parfois, la théorie et les opinions livresques prennent le dessus sur le réel. Mais je rappelle, même si je sais que vous le savez, que si on peut et bien dîner, et bien dormir, et être bien soigné, et avoir la chance d'avoir une ministre présente parce qu'elle a une nounou, ou parce qu'il y a des jeunes femmes en crèche qui travaillent, c'est aussi un enjeu de société et qu'il y a des moments où il faut savoir se rassembler. Je veux vous dire merci parce que je sais qu'on peut compter sur vous. Va falloir se faire entendre parce que la théorie est puissante et la pratique, on l'entend parfois moins. Mais je crois que c'est au-delà d'un sujet économique, c'est aussi un sujet de réflexion de société. Et il nous incombe à toutes et à tous, dans ce cadre-là, d'avoir un avis et possiblement de l'exprimer. Voilà. Ceci étant dit, merci pour eux. Merci pour eux. Alors, il était temps qu'un an après la fusion du SNRTC, du SNRPO, du GNI, le nouvellement créé GHR puisse enfin se doter d'un espace d'échange, d'un moment d'échange comme celui-ci. Ces congrès sont des moments particuliers. Ils permettent à la fois de faire le point sur l'année passée, mais surtout de faire un point d'étape au présent et de se projeter dans l'avenir. Et pour être franc, on ne peut pas dire que c'est un espace de rencontre pour le GHR et l'État, je vous dirais fort heureusement, puisque nos interactions, nos échanges sont extrêmement fréquents, nombreux. Donc on ne va pas simuler des retrouvailles, on ne s'est jamais quitté, et pour autant on a des sujets importants à aborder, notamment pour les mois qui sont devant nous. La meilleure preuve, et vous l'avez donné, cher président Chenet, c'est que vous étiez, il y a encore quelques jours, une semaine dans mon bureau, pour évoquer ensemble les sujets qui nous rassemblent. Il s'agit pour moi vraiment d'une véritable relation de proximité et de confiance. Et sans citation et sans mots à 3 syllabes, je veux tout simplement vous en remercier. Quand on a l'honneur d'être en charge d'un périmètre aussi vaste que le mien, qui va de l'hôtellerie de plein air aux associations employeuses, qui va de petites, moyennes industries jusqu'à des acteurs mondiaux du tourisme, on a énormément d'écosystèmes à traiter et des relations bilatérales avec énormément d'organisations professionnelles et de fédérations professionnelles. Et si je veux sincèrement vous remercier aujourd'hui, c'est parce que tout n'est pas toujours facile, c'est comme dans la vie. Il y a parfois de très bonnes relations, parfois des relations un peu embouteillées, voire à l'arrêt. Et je dois dire que depuis un an, il ne se passe pas un mois sans que nous n'échangions pas, sans que vous ne soyez force de proposition, sans que vous n'ayez le courage d'assumer vos positions aussi dans l'espace public. Et c'est je crois qu'on peut dire le mot, c'est pour moi un privilège que d'avoir un GHR aussi en avant et aussi engagé. On a des échanges inspirants. Je n'ai pas le monopole des bonnes idées, je n'ai d'ailleurs même pas le monopole des idées. J'ai toujours une question, puisque vous le savez, j'ai passé beaucoup de temps dans l'entreprise, bien plus qu'en politique. Et à l'époque où j'avais monté ma toute petite entreprise, qui est une époque certes révolue, sa mission à mon entreprise, c'était d'accompagner la solitude du dirigeant. C'était la fameuse question qui est très prégnante dans le management, notamment aux États-Unis. Qui coach le coach ? Qui soutient et qui inspire celui qui soutient et inspire les autres? Et modestement, je vais me permettre de transposer cette question et vous remercier pour l'inspiration et pour les idées que durant maintenant plus d'1 an, vous portez et vous m'apportez, vous apportez au collectif gouvernemental. Que ce soit les titres restaurants, vous l'avez mentionné, mais que ce soit aussi nos discussions sur le préparer sur place ou les limites du fait maison. Que ce soit aussi parfois des échanges très succincts, simples, et je veux aussi vous en remercier, un SMS, un coup de fil, c'est pas compliqué, il n'y a pas de flonflon, sur les pourboires. Que ce soit tous ces sujets-là, on a un rapport très direct et surtout très inspirant. Et je ne sais pas comment font les autres, enfin je sais un peu du côté de Bercy, mais c'est très important aussi que la société civile, que les acteurs économiques inspirent le politique. Et ça fait partie de mes points dans le carnet d'étonnement quand, en 2022,
j'ai hérité du portefeuille qui est le mien aujourd'hui. Parmi mes points d'étonnement, il y avait, et je crois même en avoir parlé au président Chenet, la relative atonie des productions intellectuelles des écosystèmes. Je me souviens, il y a 15-20 ans, il n'y avait pas une semaine sans livre blanc, sans la publication d'un livre blanc sur la sécurité connectée, l'impact de la technologie sur les dispositifs médicaux, sur l'aménagement du territoire à horizon 2030. Les collectifs publiaient. Ça ne veut pas dire que tout était repris, mais ça inspirait, ça insufflait de nouvelles idées dans le débat public. Pour plein de raisons que je n'ai pas le temps d'analyser ce matin, il y a eu quand même une forme d'attrition de ces propositions de la part de beaucoup d'écosystèmes. Et je dois dire que cette attrition, elle n'a pas touché le GHR. Et vous êtes force de proposition, bien au-delà des relations bilatérales qu'on a tous les jours sur les sujets qui arrivent à l'Assemblée, au Sénat ou dans l'actualité. Et en ça, je veux vous dire un grand merci, parce qu'on se demande rarement qui coach le coach ou qui inspire le ou la ministre. Et je peux vous dire que GHR, par son attitude, par ses productions professionnelles, par son positionnement, est extrêmement inspirant, et on en a tout simplement besoin. On ne peut pas avoir de bonnes idées enfermées, encerclées dans les murs des ministères. Ça n'est qu'en échangeant, en frottant nos neurones, comme on dit très prosaïquement, qu'on arrive à porter ensemble des débats ou à faire évoluer des positions. De grâce, ne changez jamais ça et restez comme vous êtes, bien sûr dans le débat politique, dans l'actualité, politique au sens noble, mais aussi, voire surtout, une force de proposition qui est en avant dans les débats d'aujourd'hui, mais surtout qui prépare les débats de demain. Sur l'année écoulée, imaginez-vous le nombre de projets qu'on a abordés, qu'on a travaillé ensemble. Vous avez été un interlocuteur absolument stratégique quand il a fallu, au plus profond de l'hiver dernier, faire des points très fréquents, hebdomadaires, voire plus, sur la situation des entreprises de votre secteur. Alors que la hausse des prix de l'énergie impactait vos structures, vous avez porté avec force la voix de ceux que vous représentez, et vous avez aussi alerté sur un certain nombre de limites des dispositifs qu'on a essayé d'améliorer. Vous continuez à le faire, et même si parfois on n'est pas toujours d'accord, c'est le propre d'une relation, même si majoritairement on l'est assez souvent, je veux vous remercier d'avoir été si rigoureux, si minutieux dans l'accompagnement des difficultés qu'ont pu rencontrer un certain nombre de structures. Et je n'ai pas les oreilles bouchées, j'ai bien entendu, président Chenet, qui demeurait des difficultés, qu'à 20% encore, sur des contrats signés précédemment et des contrats pluriannuels. Je veux vous dire qu'on est encore à la tâche, qu'on est encore, et que nous y passerons une partie de notre semaine avec Bruno Le Maire, en train d'affiner le dispositif pour voir celui qu'il faut valider pour les entreprises qui auraient encore des difficultés enfermées dans certains contrats à des tarifs très élevés. Et donc, au-delà de l'élégance, mais qui ne m'étonne pas, qui a consisté à citer mes collaborateurs, je veux vous en remercier parce que c'est ma brigade à moi et que si je les avais pas, il y aurait juste pas de plat sur la table. Donc merci d'avoir eu l'élégance de le faire, tout le monde ne l'a pas. Je veux vous dire que sans les reciter tous, dans les semaines qui viennent, on va évidemment, à commencer par Pierre de Romanet, en charge des PME et des problématiques liées à l'énergie, revenir vers vous pour affiner le dispositif et surtout pour vous faire part, mais je crois que Bruno a dû le mentionner, de ce qui est en train de se jouer en ce moment même et de ce pourquoi nous nous battons à l'Europe. Mon ministre de tutelle, Bruno Le Maire, en tête. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour de l'année écoulée où ce sujet n'a pas été abordé par nous deux. C'est un sujet qui bien sûr, qui nous occupe, mais qui, au-delà de ça, nous fait nous battre à l'Europe. Et Bruno, avec Agnès Pannier-Runacher, porte ce combat. C'est un combat de titan, je tiens à vous le dire, parce que parfois, vu depuis Paris, ça paraît si simple. Vu depuis Twitter, c'est à se demander pourquoi c'est pas déjà fait. Et encore, mes mots sont polis. Mais je peux vous dire qu'on se bat comme des lions et qu'au même titre pour le dire très prosaïquement, qu'on vous a pas lâché, on ne vous lâchera pas dans les mois qui viennent pour ceux qui ont signé au plus haut de la crise. Je veux aussi vous remercier d'avoir répondu présent. Je veux vous remercier là avec, bien sûr, ma position de ministre, mais d'abord et avant tout, je crois, enfin je suis même sûr, en tant que citoyenne.
Je veux vous remercier d'avoir répondu présent pour le lancement du fonds pour une meilleure accessibilité dans les établissements recevant du public que nous avons lancé le 2 novembre dernier. Je suis sûr qu'il y a dans cette salle, parmi vous, des femmes ou des hommes qui ont dans leur famille, proches ou moins proches, soit une personne à mobilité réduite parce qu'elle a eu un accident ou une pathologie, soit une personne âgée, soit une maman qui a eu des jumeaux, par exemple, et qui galère avec sa poussette sur les trottoirs. Et je veux vraiment vous remercier d'avoir répondu présent quand je vous ai appelé pour vous dire que seul, je n'y arriverai pas. C'est ici un débat de société, c'est pas un débat de CHR ou de ministre des PME. Et je vais peser mes mots, puisque j'ai un droit que je m'accorde, c'est les meilleurs. J'ai le droit de donner mon avis parce que j'ai poussé un fauteuil roulant pendant 25 ans. Et mon papa, qui n'est plus là, n'avait pas accès à une vie normale. Et pendant des années, j'ai entendu cette phrase. Quand j'étais ado, mon père s'est planté en moto, j'avais 7 ans. Quand j'ai commencé à comprendre un peu les choses, vers 15-16 ans, etc., j'ai vu toutes ces campagnes en 4x3 pour accompagner les handicapés. Changeons de regard. Mais en fait, le regard, ça ne change pas la vie d'une personne handicapée, c'est important. Mais le regard, ça ne change pas l'accès au restaurant. Le regard, ça ne change pas le fait de pouvoir aller faire ses courses au supermarché. Le regard, ça ne change pas le fait qu'on voudrait bien aller au cinéma aussi quand on est handi et que parfois c'est un tel calvaire qu'on s'y refuse. Alors moi, j'en ai marre du changer le regard, voilà. Et j'ai la légitimité pour le dire. Changer le regard, c'est ce que disent les valides. C'est pas le regard qu'il faut changer, c'est leur vie. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Je peux pas y arriver toute seule. On peut pas y arriver tout seul. J'ai un Everest devant moi. Un Everest. Il y a 2 millions d'établissements recevant du public dans notre pays. Il y a 800 000 sur ces 2 millions qui sont des établissements recevant du public de catégorie dite 5. Commerce, hôtel, restaurant. Sur ces 800 000 établissements recevant du public, 560 000 ne sont pas accessibles. Ça n'est absolument pas normal. Bien sûr, certains doivent se dire « mais c'est bizarre parce qu'il y a des lois ». Oui, il y a des lois, et pour certaines, elles ont 20 ans. Une notamment, elles auront 20 ans dans les mois qui viennent. Et la réalité, c'est que ça papote, mais leur vie, on ne l'a pas changée. Je vous dis aussi simplement que je l'ai dit au comité interministériel pour les personnes handicapées, et je l'ai dit aussi simplement devant la Première ministre. Changer le regard, ça suffit, on va changer leur vie, il faut améliorer leur vie. Il faut avoir partagé parfois, et c'est une immense chance, la vie d'une personne handicapée, pour mesurer à quel point, dès que le réveil sonne, le combat commence. C'est le combat pour s'habiller, c'est le combat pour sortir, c'est le combat tout le temps. Alors c'est bien joli, et je sais qu'ici, on parle la même langue. C'est bien joli de faire des grands discours mais la réalité, c'est que c'est un enjeu de justice sociale. La réalité, c'est que tous ceux qui se pavoisent en ayant ce mot de justice sociale sur les plateaux télé et qui considèrent qu'on y est, il n'y a pas que les enjeux de revenus, il n'y a pas que ça, il y a aussi les enjeux d'accès. Le président de la République, en 2017, a commis, avant d'être élu, un ouvrage que je vous recommande tous, qui était aux éditions du 1. Emmanuel Macron s'était alors exprimé en amont de la campagne de 2017. Et il avait eu une phrase qui m'avait marqué. La première des libertés, c'est l'accès. Et je crois que c'est vrai. Et je crois qu'on va pouvoir faire des choses ensemble. Pour la première fois, et c'est inédit, le gouvernement va investir 1,5 milliard dans les années qui viennent pour enfin rendre l'accessibilité effective. Sur ce 1,5 milliard, 300 millions ne sont là que pour accompagner les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs qui vont se mettre en accessibilité. Bien sûr, parce que la loi les y oblige et que le cas échéant, s'il n'y a pas de mise en accessibilité dans les années qui viennent, oui, les sanctions seront de façon légitime, lourdement renforcées et surtout, oserais-je dire, appliquées. Mais ce n'est pas ma démarche aujourd'hui. Je ne suis pas dans une démarche de bâton. Je suis dans une démarche de, très prosaïque. Le constat, il est là, on n'y est pas.
Le deuxième constat, et le président Chenel l'a mentionné, c'est que le monde va regarder la France dans quelques mois. Le troisième constat, c'est que c'est un sujet national et que ne sont pas concernées que les villes recevant des épreuves aux Jeux Olympiques et Paralympiques, soyons clairs. Le quatrième constat, c'est que depuis le 2 novembre, sur un site, asp-public.fr, Agence des services de paiement pour information, vous pouvez de façon simple retirer un dossier pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge de 50% des travaux de mise en accessibilité de tous les commerces, de tous les hôtels, de tous les restaurants, dans une limite de 20 000 €. Pour vous illustrer, vous voyez très concrètement comment on travaille et comment on travaille bien ensemble quand on a préparé ces travaux avec mes équipes, avant de les lancer le 2 novembre dernier avec Fadila Khattabi, la ministre des Personnes handicapées. Vous voyez, on a échangé avec la direction de GHR. Et vous nous avez, à juste titre, alerté sur le fait qu'un certain nombre de travaux nécessitaient des demandes d'autorisation administrative qui allaient prendre des mois et que ça pouvait mettre en péril le dispositif et sa réactivité. Vous nous avez fait remonter cette information qui était capitale. On en a tenu compte. Et je veux remercier à nouveau Laetitia Tabé qui est totalement engagée sur ce sujet. 77 types de travaux et d'aménagements des établissements recevant du public nécessitaient une autorisation administrative. Sur les 77, nous avons simplifié 50 de ces procédures pour qu'il n'y ait plus besoin d'avoir recours à un CERFA ou à une demande administrative spécifique et que ce soit moins long et moins techno pour les hôteliers, les restaurateurs, pour aller chercher les aides. Alors, vous me direz pourquoi il en reste 27 où on demande encore des CERFA, ce qui est une bonne question. Ne reste que les CERFA ou les autorisations administratives qui ont un impact sur la sécurité. Sécurité de l'établissement ou sécurité de la voirie. Mais je tiens à vous dire qu'au-delà de la prise en charge inédite de 50% des travaux, nous avons considérablement simplifié les choses aussi pour que les restaurateurs, les hôteliers, les commerçants puissent avoir le plus vite possible les fonds pour enclencher leurs travaux. Troisième point, là aussi, très concrètement, comment GHR nous inspire, nous nourrit toute l'année. Et j'ai toujours eu l'oreille attentive parce que je reste une entrepreneur avant d'être une politique. Toute l'année. Moi, quand vous me parlez de BFR, c'est pas un concept. Toute l'année, vous m'avez dit, c'est tendu les trésoreries. On n'y arrive pas, on se bat. C'est encore plus tendu pour ceux qui jouent vraiment le jeu, pour ceux qui achètent leurs produits bruts, pour ceux qui les transforment, forcément, qui utilisent plus d'énergie. Toute l'année, vous m'avez dit ça, et je sais bien que c'est vrai. Et donc, on en a tenu compte. On sait bien qu'on va demander aux restaurateurs ou aux hôteliers un acompte, une avance. Et donc, au-delà de la prise en charge de 50% des travaux, il faut que vous sachiez qu'à partir du moment où votre dossier est accepté, 30% du montant vous est versé dans les 72 heures, de sorte que vous n'ayez pas à avancer les arts. Ou pour le dire simplement, que l'État vous donne les sous correspondant aux 30% d'acompte que vous demandera l'artisan. Dit simplement, ça n'est pas sur votre trésorerie qu'il va falloir prendre cet acompte, mais à partir du moment où vous aurez reçu la validation, dans les 72 heures, vous bénéficierez des 30% d'acompte, vous permettant d'enclencher les travaux, le reste à la fin des travaux. De quoi on parle? On parle parfois de rampes qui coûtent quelques milliers d'euros, mais il faut être précis quand on aime les gens, ce qui est mon cas. Parfois, la rampe suppose qu'on fasse changer les portes. Parce que forcément, quand on pousse son fauteuil, on ne peut pas en même temps ouvrir la porte. Donc bien souvent, ce n'est pas la rampe qui coûte cher. C'est les portes qu'il faut mettre en place pour que les personnes à mobilité réduite n'aient pas à pousser la porte. La rampe, elle peut coûter 1 000, 2 000 euros. Les portes, c'est plus 8 10 000, voire plus. Et donc, c'est l'ensemble de ces sujets qu'on a embarqués, facilités. Et je vous le redis, et je sais que je peux compter sur vous, mais chacun d'entre vous, pas uniquement les têtes pensantes de GHR, tous, toutes,
On doit être des ambassadeurs de ce fonds accessibilité. C'est un enjeu d'héritage, bien sûr, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. On part de très très loin. C'est un enjeu bien plus large que celui de l'an prochain. C'est un enjeu qui relève de notre cohésion sociale. Et on a besoin de vous. Donc j'espère qu'on va pouvoir compter sur vous. Je connais l'engagement des dirigeants de GHR. Je sais la confiance que vous avez en eux. Et moi, je voulais juste vous dire la confiance que j'ai en vous pour m'aider, avec mes petits bras, ce qui n'est pas facile, à embarquer 560 000 établissements recevant du public dans leur mise en accessibilité. C'est un combat pour nous tous. Je pourrais y rester des heures, mais je ne vais pas le faire. Je veux aussi... Alors, ça c'est toujours le problème, je saute des pans entiers de mon discours et me revoilà. J'ai trouvé la charnière. Moi, j'ai essayé d'être à vos côtés, pour le dire simplement, autant que vous avez été aux côtés du gouvernement quand il a fallu porter un certain nombre de sujets. Vous avez répondu massivement présent, je viens de le dire, que ce soit pour accompagner l'écosystème quand on a eu et quand on a encore des problèmes liés aux factures d'énergie, ou que ce soit pour accompagner l'écosystème dans sa mise en accessibilité. Évidemment, vous me le pardonnerez, cher Didier, chère Catherine, mais aussi cher Hervé, je vais aussi prêcher pour ma propre paroisse et vous dire comment on a aussi essayé de répondre présent aux demandes des hôteliers, des restaurateurs. D'abord, je pense en 2024 à notre demande commune avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, demande d'exonération de toute imposition et prélèvements sociaux pour les pourboires. On l'a demandé, il a fallu se battre un peu quand même pour que ce soit dans le 49.3. On nous a entendus et c'est fait. Deuxièmement, je pense aussi, et vous l'avez mentionné, à la réforme des titres restaurants que j'ai lancée dans un double but, vous simplifier la vie et faire baisser les commissions. On a 2 ans maximum pour mener à bien ce chantier, préserver un titre restaurant qui est une belle création française quand même, une création qu'on nous envie en matière d'accompagnement social du côté des salariés et auquel les salariés sont attachés. Ce chantier, on le mènera à bien. Et comme vous l'avez dit, Président Chenet, c'est d'abord et avant tout le GHR qui a porté ce combat devant moi. Et donc, il m'a semblé de bonne loi de vous écouter. C'est la relation de confiance que je défends depuis le début. Et donc, ce chantier, on va l'enclencher. Et sous 18 à 24 mois, il nous faudra avoir mis les jalons d'une totale dématérialisation. En n'oubliant pas, parce que tous les sujets qui paraissent simples sont souvent les plus compliqués, en n'oubliant pas 2-3 points qui me tiennent à cœur, mais je sais qu'ils vous tiennent à cœur aussi, parce que c'est vous, les restaurateurs, les hôteliers. D'abord, comment préserver ce qui est une spécificité française. Mais bon, et alors ? Le fait qu'en France, les parents partagent souvent les titres restaurants avec leurs enfants. Donc il y a un enjeu de praticité. Normalement, ces titres restaurants sont attachés au statut du salarié. La vie fait que, et j'en ai fait partie, papa, maman te donne un ticket resto pour aller déjeuner avec tes copains le mercredi. Est-ce répréhensible? Je ne sais pas. Est-ce une liberté qui est présente? Oui. Comment faire en sorte que ce soit préservé dans la dématérialisation, peut-être avec plusieurs cartes, enfin, rien d'insurmontable. Deuxièmement, on a un certain nombre de nos compatriotes qui, parfois, près des boulangeries, près des commerces de proximité, donnent des tickets resto papier à des personnes sans domicile fixe et qui sont en galère, pour le dire simplement. Comment faire en sorte qu'on puisse préserver ce don aux plus fragiles dans le cadre d'une dématérialisation? Je sais que GHR sera à mes côtés, mais voilà quand même 2-3 sujets qu'il nous faudra aborder. Si c'était si simple, ça se saurait. C'est aussi pour ça qu'il faudra un petit peu de temps, mais le chantier est lancé. Et bien lancé. Je pense aussi à l'obligation d'affichage des plats non préparés sur place dans les restaurants. L'objectif est simple, garantir plus d'équité aux restaurateurs, garantir une meilleure information aux consommateurs. D'abord et avant tout, l'équité.
Et je dois dire que la crise de l'énergie a aussi mis en relief fortement ce sujet. Quelle équité entre un restaurateur qui ne prépare rien sur place et qui, de fait, a peut-être moins besoin de main-d'œuvre ou possiblement moins besoin d'utiliser et d'avoir recours à des matériels énergivores, versus un restaurateur qui se décarcasse pour produire des produits bruts, pour aller les chercher quand on connaît le tarif de l'essence qu'on a traversé, pour ensuite aller les cuisiner dans des fours dont on sait à quel point ils vous ont coûté cher, et au final, un prix plus élevé et parfois moins de clientèle. C'est un cercle vicieux et c'est un cercle surtout injuste. C'est d'abord et avant tout la première raison pour laquelle je me suis saisi du sujet. Au-delà de l'équité, la ministre de la Consommation, que je suis aussi, a à cœur, et Didier Chenet l'a dit, possiblement autour des Jeux Olympiques, ce qui peut être un formidable démarrage, de mieux informer les consommateurs, mais comme je suis aussi ministre du Tourisme, les consommateurs du monde entier, sur ce qu'on mange effectivement quand on achète un plat dans un restaurant français. Il y a donc désormais ce chantier qui va s'enclencher. Il va nous falloir faire coexister, mais un temps seulement, soyons clairs, le fait maison et le préparer sur place, parce qu'à un moment, trop de labels et trop d'appellations tuent l'information et le label. Nous avons donc vocation à promouvoir le préparer sur place. J'ai un défi que je place tout de suite au début dans le cadre de ce congrès, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avec le fait maison. Et je serai assez rigide, ce qui n'est pas ma nature. Mais j'ai passé tellement de temps à m'arracher les cheveux pour comprendre la genèse du fait maison, que j'ai comprise, enfin, que j'ai compris une chose. À force d'y fourrer toutes les demandes, les spécificités, les exceptions possibles et imaginables d'un pays qui a le plus grand nombre de fromages au monde, disait le général, on arrive à des définitions qui sont impossibles. Donc quand tout le monde fourre un label ou une appellation de tous ses souhaits, alors en fait, avantage, tout le monde est content, on y a fourré ce qu'on voulait, toutes les organisations professionnelles. Inconvénient, il est inexploitable. Donc, je ne sais pas s'il y a une chance ou une malchance, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc là, il va falloir qu'on définisse ce qu'est le préparer sur place et faire en sorte, c'est le défi que je vous lance, que la ministre que je suis, qui est quand même Bac+8, arrive à comprendre ce qu'on va écrire. Parce que le fait maison, et Dieu sait si j'ai eu l'aide d'Hervé, de Didier, de Catherine, mais j'ai pas encore tout bien compris. Donc on va essayer de faire un truc, déjà qu'il faut que je comprenne moi, et surtout, et en ça votre base, vos adhérents vont être absolument stratégiques, qui soit applicable chez vous, et qui soit exigeant, mais accessible. Parce que le fait maison tel qu'on l'a construit, doté de toutes les exceptions et spécificités, alors encore une fois, il est très satisfaisant, mais il est inapplicable. Donc là, l'objectif va être beaucoup plus simple. Et on échangeait encore avec Didier Chenet, Hervé Dijols et je mets Catherine parce que je sais que vous étiez à notre réunion. On doit, dans les prochains mois, travailler main dans la main et pourquoi pas, j'y suis favorable, je vous l'ai dit, mais pour l'instant, je suis en train de voir si c'est possible, expérimenter, peut-être sur une région, Île-de-France, au hasard, le préparer sur place pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Pourquoi pas? Je veux pas vous brusquer. Je veux que ça vous convienne. Mais il me semblerait que, comme le disait Didier Chenet, se servir des Jeux Olympiques et Paralympiques aussi pour tester certaines idées n'est pas forcément idiot. Donc, je suis en train d'y travailler. Mais de grâce, ne refaisons pas les mêmes erreurs que sur le fait maison. Quelques mots sur demain, parce que là, on est sur des sujets vraiment qui occupent notre quotidien. Les transitions, évidemment, je ne vous apprends rien. Elles ne sont pas en option, à commencer par la transition écologique.
La transition écologique dans vos métiers, elle est pas si facile. Elle concerne l'intégralité du cycle de vie, du produit brut à l'assiette. Elle concerne aussi plus largement, au-delà de la question écologique. Moi, j'ai à cœur, j'ai de l'ambition pour vous, donc j'ai à cœur, quand on parle de transition écologique, qu'on n'hésite pas à parler de transition sociale aussi, parce que je pense que c'est très parcellaire de considérer uniquement la transition écologique sans la transition sociale, notamment dans vos métiers. Vous le savez, on met la dernière patte à une plateforme que je présenterai à la fin du mois. Plateforme que j'ai préparée, que j'ai mijotée, oserais-je vous dire, depuis maintenant 1 an, pour qu'elle soit à destination des TPE et des PME, pour qu'on vous propose des aides à hauteur de TPME. Je vous refais pas le laïus, mais quand même 340 types d'aides différentes à hauteur de PME pour mener sa transition écologique. Source, Inspection générale des finances. Autant vous dire que c'est ça qui est bien dans la politique. C'est comme dans la vie, quand il y en a trop, on est perdu, on trouve pas, on ne demande pas. On en est là. Il y en a pour des milliards, il y en a pour plus de 2 milliards d'aides directes, TPE, PME, à la transition écologique dans notre pays. Mais quand tu as 340 aides, en plus d'une boîte à faire tourner, de collaborateurs à recruter, de produits bruts à aller chercher, et puis de factures d'énergie à payer, t'as pas forcément ni l'envie ni la force d'aller fouiner dans ces 340 aides qui sont en plus de niveaux extrêmement différents. Certaines aides sont demandées par 26 PME dans notre pays. Mais elles correspondent à un besoin. Donc en fait, ça fait 1 an qu'on bosse, et j'aurai le plaisir de vous présenter à la fin du mois de novembre un truc qui va vous paraître un peu simple, et donc vous allez vous dire, bah, non, tout ça pour ça, mais c'est énorme du côté de l'État. On a tout rassemblé avec l'ensemble des chambres consulaires, avec la BPI et l'ADEME, sous ma houlette et celle de Christophe Béchu. Et on a tout transformé de sorte à ce que sur une plateforme, les entrepreneurs que vous êtes puissiez vous connecter et qu'en 5-10 minutes, à partir d'un questionnaire qu'on a évidemment énormément travaillé, sans vous donner mal à la tête, on fasse le point sur où vous en êtes. Vous n'avez pas du tout commencé la transition, ou vous avez déjà commencé, quel est votre degré de maturité. Et ce diagnostic va vous amener dans une expérience utilisateur, ce qui est un mot assez rare dans l'État, vers les aides qui sont adaptées et à votre taille d'entreprise et à vos besoins. Pas 340, 3, 4, 5 aides maximum à hauteur de votre entreprise. Ce dispositif, on le lancera fin novembre. Il a vraiment vocation à vous permettre de vous doter des aides correspondant à vos métiers. Dans l'hôtellerie, dans la restauration, les besoins ne sont pas les mêmes, les aides ne sont pas forcément les mêmes. Il y a différents types d'aides pour équiper votre hôtel en photovoltaïque, pour adapter votre restaurant. Je sais que je peux compter sur vous pour aller vous connecter, mais c'est la contribution de l'État déjà à la simplification, et je terminerai là-dessus parce que simplifier, Bruno a dû vous en parler ce matin, on va lancer les assises, mais simplifier, ça commence déjà par rassembler et se mettre à hauteur de TPME, ce qui est à mon sens le premier réflexe et ce qui a dicté la mise en œuvre de cette plateforme. On me fait des signes sur ma droite, je sais que je suis trop longue, je vais aller très vite. 1, 2, auto-entrepreneur, on s'en est parlé la semaine dernière, je travaille. J'en ai parlé à mon collègue Olivier Dussopt, il est prévu qu'on se voit dans les semaines qui viennent, et on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Mais tant qu'elle n'est pas là, on ne sait pas. Mais je suis en train d'y bosser et je peux vous dire qu'au moins le constat, il est partagé. Donc je pense qu'on a peut-être un chemin. Je terminerai évidemment en ayant quelques mots à l'endroit de Didier Chenet. En cette dernière année de présidence, et avant que Catherine Kérard ne prenne le flambeau, et ça n'est d'ailleurs pas anodin qu'une femme vous succède, cher Didier Chenet. C'est assez rare pour être souligné, parce que on n'est pas perclus d'élégance dans le monde politique. Je voudrais vous remercier pour votre élégance humaine, déjà, pour la qualité de nos échanges, la qualité de votre engagement,
votre travail, inlassable, infatigable, week-end compris. J'ai bien en tête nos premières réunions sur l'énergie, sur l'inflation. Les difficultés n'ont pas manqué, mais la mobilisation, elle a toujours été sans faille. Et vous savez, ce sera mon mot de fin. On critique beaucoup les femmes et les hommes politiques. Parfois, on y met un peu du nôtre, je vous l'accorde. Mais vous voyez, quand on a été entrepreneur comme je l'ai été ou salarié, quand on arrive dans cet univers politique, on est parfois très déstabilisé par la virulence, voire l'agressivité d'un certain nombre d'organisations professionnelles ou de syndicats. Parfois justifiée, je n'ai pas à la qualifier, mais ô combien lourde quand il faut faire avancer des écosystèmes. Et je crois que c'est très important, la qualité de la relation humaine. Ça ne sous-entend pas qu'on soit d'accord sur tout, ça sous-entend même pas qu'on n'ait pas le droit de s'engueuler, vous voyez. Mais au moins on se parle, au moins on se soutient, et je veux vous remercier parce que je sais que vous êtes un pater familias aussi, que vous avez des filles, que vous avez toujours eu beaucoup de considération pour la maman que je suis. Je veux aussi vous en remercier, je ne doute pas que Catherine l'aura aussi, évidemment. Mais un peu d'humanité parfois dans des relations paritaires professionnelles, ça fait pas de mal. Et je veux très personnellement vous remercier parce qu'il y a parfois des vendredis soirs ou des dimanches où entre le biberon, la crèche, le banc à l'Assemblée, on peut être un peu abattu. Et heureusement, j'ai toujours eu de vous, mais aussi de vos équipes, un mot de soutien. Et je crois surtout une reconnaissance du fait que si je fais pas tout bien, peut-être, au moins je le fais totalement et avec tout mon cœur. Je vous remercie.